Coucou la Sonobase, c'est Siago pour un nouvel épisode du Spicy Podcast et notre invitée du jour est la rappeuse Red. Bienvenue. Merci, hello. Du coup, on va commencer par la minute hip-hop culture où je vais te demander du coup de définir quelque chose qui est assez fréquent dans le rap et que tu pratiques. Ouais. Et le mot que je t'ai imposé, c'est le terme de backer, backeuse. Yes. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et toi, pourquoi tu fais appel à des backers, backeuses? Est-ce que toi, tu back aussi? Ouais, alors moi j'ai jamais backé, ça faut le savoir, parce qu'en vrai c'est un exercice, on pense que c'est simple, mais en vrai c'est pas si simple que ça. En gros, moi ma définition du backer c'est une personne qui vient assister l'artiste et qui va terminer ses fins de phrase en fait, et qui va venir l'épauler en fait, que ça soit pour sa diction ou pour son souffle, et voilà, il fait preuve d'appui pour l'artiste, et moi j'ai un backer. Parce que moi, dans ma musique, je mélange le chant et le rap. Et j'ai besoin de... si je passe sur une ligne où je dois la chanter, j'ai besoin de beaucoup de souffle. Et du coup, passer d'une phrase rappée à une phrase chantée, parfois, il va falloir 2 secondes pour reprendre ma cage thoracique et me dire « Ok, là, il faut que je pousse une note. » Du coup, mon backer, il va me servir à terminer la fin de phrase pour qu'ensuite, je lâche la note qu'il faut. Et puis voilà. Et en vrai, pour moi, c'est aussi une manière d'avoir une DA. Genre, par exemple, mon backer, moi, il a une cagoule et des lunettes avec des petits nounours. Genre, ça, c'est des petits nounours qui font rappel aux lunettes. Et c'est une touche, une manière en plus pour moi de rajouter en fait du visuel et de l'entertainment, tout simplement. Voilà. En termes d'énergie, tu sens que ça fait la différence ou pas? T'as déjà rappé sans backer ou pas? Ouais, j'ai déjà rappé sans backer et franchement, c'est pas le même effet. C'est un autre effet, mais c'est pas le même effet. Et moi, je préfère avoir mon backer à mes côtés parce qu'il y a une sorte de synergie. Et même avec mon backer, on s'échange. En tout cas, on essaye de s'échanger l'énergie. Du coup, on se la renvoie et ensuite, on la propulse vers le public. Il y a une alchimie qui se crée et je trouve que c'est beaucoup plus attrayant d'être à deux sur scène, tout simplement. Voilà. Yes, et du coup, shout out à tous les backers et toutes les backeuses, parce que c'est comme les choristes, c'est pas des gens dans le fond et tout. Souvent, c'est des artistes au même titre que la tête d'affiche. C'est juste que dans cette prestation-là, ils vont être un peu en shadow. Ouais. Mais ce sont des artistes, donc faut pas hésiter à les respecter, les applaudir, aller les suivre, etc. Et du coup, on va faire un peu de promo pour toi. Dis-nous, quels sont tes réseaux? Alors, moi, vous pouvez me trouver sur Instagram, Couscous Al Dente. Meilleur blaze. Franchement, dites-nous en commentaire si je dois le changer, parce qu'il y a trop de gens qui me disent ouais, tu t'appelles Red et du coup dans le référencement on ne trouve pas. Du coup moi souvent je dis tous mes showcases, je dis que je m'appelle Couscous Al Dente, mais là je suis en plein questionnement sur est-ce que je dois changer et mettre genre Red officiel, mais vas-y, je trouve ça nul. Genre j'ai pas envie de mettre point off ou point officiel parce que flemme. Genre Couscous Al Dente c'est un peu voilà, genre c'est lourd hein. Ouais, moi je kiffe, hein, mais il y a plusieurs personnes qui me poussent à le changer parce que ça ferait pas professionnel ou quoi, alors qu'en vrai, les gens ils le retiennent bien. Et du coup, voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses en vrai, mais... Ouais, je kiffe, mais dites-nous en commentaire, est-ce qu'elle doit avoir un nom plus pro ou est-ce que Couscous Al Dente, vous kiffez le arrobase Couscous Al Dente, que vous allez suivre d'ailleurs maintenant. Ouais. Et on continue toujours la promo tout de suite. Il faut pas hésiter à liker, commenter, partager, s'abonner à la Sono TV et sur Spotify. N'hésitez pas à suivre les Spicy Podcasts sur Instagram, c'est la Sono TV et Spicy Podcast and Games. Du coup, je vais faire un petit retour en enfance et je vais te demander quel était ton premier artiste préféré quand tu étais petite. Alors, premier artiste, on va dire que moi, la musique, elle m'est venue avec la télé. Genre, j'écoutais de ouf Trace TV, Energy Hit et MTV. Et en fait, j'avais genre, c'était souvent les mêmes artistes qui revenaient, mais il y en avait une qui captait de ouf mon attention, c'était Pink. Me demandez pas pourquoi. J'ai vu cette meuf, franchement, elle était rebelle de ouf. Ouais, j'aimais trop en fait ça. Elle était grave désinvolte, grave. Elle s'exprimait même. Tu vois, genre, tu sens une rage, mais elle a une. Franchement, Pink, j'ai kiffé. Et ma mère, elle avait acheté un CD sur son Walkman. Et du coup, des fois, elle me le donnait. Et je m'endormais avec son disque, Voilà, et je kiffais. Donc, en vrai, on va dire Pink. C'était la période So What? C'est ça ou pas? Aïe, aïe, aïe. C'est trop bien ça. C'est trop bien. C'est voilà. Aujourd'hui, tu trouves que t'as des restes de Pink un peu en toi ou pas? Des barres. Je sais pas. Peut-être en vrai. Hein. Genre ce côté un peu rebelle, un peu...
Ouais, peut-être. En vrai, elle s'en fout, elle s'en bat les couilles. Et genre, je suis un peu comme ça, même si je suis pas. Genre, je reste quand même parfois dans la retenue, parfois dans la demi-mesure, parce que j'ai besoin aussi de m'adapter à l'environnement. Et je vais pas forcément venir et imposer mon mojo. Peut-être qu'elle le fait de manière plus extrême, mais je pense que, ouais, d'une certaine manière, je pense que j'ai des influences. Hein. En vrai, je pense que j'ai des influences, même si aujourd'hui, je l'écoute plus, désolée. Think this, I'm sorry. Mais dans mon passé, t'étais là. Et voilà. Hein. Toi, on t'a vu pas mal dans des open mic, dans des freestyles, sur YouTube notamment, Ouais. dans des tremplins aussi. Ouais. Et comme beaucoup d'artistes, mais je voulais savoir, toi, selon toi, qu'est-ce que t'as gagné à faire ça en fait? Parce qu'il y en a qui pourraient se dire, en fait, c'est beaucoup d'énergie quand même, des open mic, il y en a tous les soirs, vous vous déplacez à l'autre bout de l'Île-de-France et tout ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Alors, moi, j'ai commencé les open mic il y a 1 an et demi. Et il faut savoir que j'ai commencé la musique il y a 1 an et demi. Ça veut dire... Direct, open mic. Mais vraiment direct. En fait, non, je suis une menteuse quand je dis j'ai commencé la musique il y a 1 an et demi. En fait, j'ai commencé à écrire il y a 1 an et demi. Mais avant ça, je faisais des covers, je faisais du piano, genre dans les gares et tout. Je sais pas si vous voyez, genre à Saint-Lazare, Gare de Lyon, il y a des pianos en libre service. Et moi, je traînais tout le temps là-bas. Genre, dès que je finissais les cours ou dès que je finissais mon taf, j'allais là-bas, je jouais. Et du coup, je pratiquais en fait avec des personnes aussi qui étaient passionnées et qui se donnaient rendez-vous le soir là-bas. Donc, j'avais déjà une forme de pratique de la musique, genre même chez moi. Mais pour moi, avoir un micro et être sur scène, c'est encore une autre étape. Genre passer de la musique de rue à la musique déjà en intérieur, avec des locaux, des gens qui viennent vous voir exprès. Genre, c'est plus la même attente. Dans une gare, les gens, ils sont de passage, alors que dans un open mic, ils viennent pour ça. Et pour moi, je dis, ouais, j'ai commencé il y a 1 an et demi parce que du coup, c'est plus le même rapport. Genre, les gens, ils viennent t'écouter, ils viennent te soutenir. Et moi, ce que ça a changé, ça a été le fait de me faire entendre, le fait de voir que c'est possible, en fait. De pas juste pratiquer pour faire des covers ou quoi, mais juste être une artiste, tout simplement. Genre, je veux pas dire faire du copier-coller, mais faire des covers, c'est rentrer dans le mood d'un artiste et reproduire, je sais pas, le chant, sa partition, des trucs comme ça. Et l'open mic, tu viens, t'as une ça dépend les orgas, mais la plupart du temps... le boucan sur devons-nous revoir les codes de l'open mic. Et moi, la plupart des open mic que j'ai fait, genre ils imposent l'instru et tu viens, tu poses, tu viens avec ton texte et tu poses ton 16, ton 8. Et la question de base, c'est qu'est-ce que ça a changé? J'ai grave parlé. Qu'est-ce que tu as gagné? Ah oui, qu'est-ce que j'ai gagné? Ouais. Et de la confiance en moi. Aussi, me confronter à des personnes qui sont super forts, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont super talentueuses, super fortes. Et il y a une forme de rigueur et de compétition qui, moi, au début, j'aimais trop ça. Genre, vraiment, à chaque fois, j'avais envie de venir et de dire, ouais, moi aussi, je fais ça, moi aussi, je fais... Genre, c'était un peu, genre, bonne école. Un peu, genre, on n'est pas potes, mais il y a quand même cette forme de... on vient à l'école et on a envie de kiffer tous ensemble, genre, voir qui a fait quoi, qui a écrit quoi, qui est allé vers où, comment la personne va le dire. Et ouais, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Et la validation des autres, en vrai, faut pas vivre en fonction des autres. Mais quand t'as des personnes en face que tu trouves chaud et qui te valident, ça y est, t'as gagné en fait. Et je pense que je dirais que premier point, ça m'a apporté la confiance, mais aussi une forme de rigueur. Parce que du coup, si tu viens la semaine d'après et t'as toujours le même texte, et la personne à côté, elle est passée 3 fois sur la scène et elle a fait v'là les textes en mode mais moi je fais quoi à côté, genre qu'est-ce que... Du coup, ouais, je dirais confiance et rigueur, en vrai. Maintenant, apparemment, t'as assez confiance pour vouloir sortir tes morceaux. Ouais, skip. Du coup, toi, quelles sont les on va dire les attentes que t'as envers ce premier morceau, tu vois? Ouais, les premières attentes. Forcément des attentes, ouais. Ouais, c'est vrai. Mes attentes. Alors, j'ai envie de passer ce cap de amateur à semi-pro. Genre, quand tu sors un son sur Internet, t'es pas forcément pro, t'es pas forcément... Après, qu'est-ce que ça veut dire être pro, semi-pro, amateur? Faut aussi définir les termes. Mais moi, je pense que j'ai envie de paraître sérieuse. Genre, j'ai envie que qu'on me prenne au sérieux, tout simplement, parce que genre tout ce temps-là, j'ai pratiqué de la musique et là, j'ai envie de
en fait, j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie de vivre à travers ça. Et j'ai envie que les gens écoutent et qui, s'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, c'est pas grave. Genre, j'ai pas envie de fédérer non plus la France entière, mais au moins que ça résonne quelque part et que voilà, que ça résonne quelque part en vrai, hein, je pense. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, d'avoir ton public. Ouais. Et tu penses que tu as besoin de sortir un morceau pour être légitimisé par les autres ou par toi-même aussi? Par moi-même, avant tout. Genre, Okay. c'est d'abord une démarche avec moi-même. Et après, peut-être je suis égoïste, hein, je sais pas. Mais j'ai besoin de me montrer que, ouais, t'en es capable. Genre, d'écrire sur une prod, genre, que j'aime bien. Et on se rend pas compte, mais sortir un single, c'est tellement de travail. Genre, avoir la prod, avoir la pochette, faire le clip. Déjà, il faut trouver tous les gens qui vont te faire la pochette, le clip, le montage, la typo, même si t'as pas de beatmaker. Déjà, c'est compliqué si t'as pas de beatmaker. Du coup, tu vas te tourner vers un type beat. Le type beat, faut l'acheter, faut avoir l'argent. En fait, faut avoir du temps, de l'argent ou un carnet de contact. Et ça prend du temps, tout ça. Le temps que ça se construit, ça prend vraiment beaucoup de temps. Du coup, le fait que j'arrive au bout de ce truc et que ça sorte bientôt, je suis déjà trop fière de moi. Ouais, c'est important. Ouais. Et justement, t'es une artiste en autoproduction, du coup? Ouais. Et t'as commencé à nous parler un peu de plusieurs étapes du travail, en fait, hein, d'une artiste en autoproduction, les plusieurs facettes de ton métier. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé faire en tant qu'artiste en autoproduction? Déjà, j'aime trop écrire. Avant, c'était une phobie. J'avais trop peur d'écrire de la merde. Genre même moi-même envers moi-même, genre je me mets une forme de pression de ouf, je sais pas, genre que ça soit les rimes ou que ça soit même les thèmes abordés. Genre j'ai besoin comment dire, je sais pas, en fait, des fois je me sens tellement pas légitime que même si je fais un truc bien, je vais me dire putain, c'est de la merde. Genre c'est une forme d'auto-sabotage. Je pense que c'est une forme d'anxiété ou de... Ouais, je dirais ça, hein. Il y a une forme d'angoisse aussi, je pense, Je sais même pas où jouer, mais... Je me suis égarée. Ouais, voilà. Moi, si je parle, hein, et... voilà. Du coup, toi, t'as préféré vraiment la partie créative Ouais, en fait, ce que j'ai trop kiffé, là, le single, il va bientôt sortir, il a été clippé, et je pense que là où j'ai pris vraiment le plus de plaisir, c'est de faire le mood board. En fait, j'aime trop le visuel. Genre, la musique, pour moi, ça va pas sans... En fait, j'ai besoin d'un visuel, j'aime trop la DA, j'aime trop chercher des idées, en fait. Et c'est cool, à travers l'écriture, même chercher une sonorité, je kiffe ça, mais je pense que ce que je kiffe encore plus, c'est la partie où tu dois chercher des images marquantes, des images qui vont épouser le texte, des lieux, des couleurs. Franchement, ça me passionne trop et j'ai trop kiffé faire ça. Du coup, les gens qui ont fait le clip, ils s'appellent Ocho. Shout out. Let's go. Je vous donnerai ocho.studio sur Instagram. Et en fait, ouais, je pense que ce que j'ai kiffé le plus, c'est faire le mood board et le déroulé en fait de chaque étape du clip. Et voilà. Et est-ce que t'as le moins aimé en tant qu'artiste en autoprod? Les trucs les plus chiants? Franchement, le plus chiant, vraiment, c'est de pas avoir d'argent. Franchement, moi, je pense qu'en fait, on a tout à gagner. Si on fait tout soi-même, en tout cas, moi, ma vision, hein, vraiment, ce que je kifferais, c'est tout faire par moi-même et avec mes proches, ceux qui ont envie de s'impliquer dans le projet, ceux qui ont envie de donner de leur temps, de leur énergie, de leur savoir. Et pour moi, ça serait vraiment l'idéal. Mais en fait, ce qui me bloque, c'est l'argent. Parce que si t'as pas forcément les contacts, t'es obligé de payer des gens qui vont le faire. Et du coup, tu lâches de l'argent, donc ça se creuse dans ton budget. Et ton budget, il est de plus en plus restreint. Du coup, tu dois faire des choix sur là où tu vas investir ton argent. Est-ce que tu vas plutôt le préférer sur le sound design? Est-ce que tu vas choisir l'ingé son? Tu vas te dire, ouais, est-ce que je mets l'argent plus là pour écouter la musique, ou est-ce que tu vas plus investir sur le visuel? Mais du coup, en fait, c'est que des
Des dilemmes. Ouais, voilà, des dilemmes de ouf. Et en vrai, moi, vraiment, mon rêve, c'est d'être riche, d'avoir plein d'argent. Et là, je pense que je m'en fous d'être autoproduite. Genre, au contraire, c'est une liberté de ouf. Genre, moi, je vois des potes qui ont signé pour un projet, 2 projets. Wow, moi, ça me fait peur parce qu'elles peuvent pas sortir les sons qu'elles veulent ou qu'ils veulent. Les prods, elles sont imposées. Elles font de la créativité, elles passent parfois au second plan parce qu'on pense déjà à propulser l'artiste, même se faire de l'argent dès le début. En fait, il faut parler cash. Genre, il y a de l'argent qui se fait dans cette industrie. La plupart du temps, j'ai l'impression, quand on va vers un pas vers la professionnalisation, après, je pense que c'est mon cercle. Genre, je dis pas que toutes les réalités. De ce que tu connais. Ouais, voilà, de ce que je connais, genre, c'est. Money. Voilà, on parle d'abord argent et après créativité. Mais non, wesh. Non, jamais de la vie. Genre, faut d'abord épuiser le côté créatif et après, on parle de stratégie, de machin, de trucs. Voilà. En tout cas, ouais, toi, du coup, c'est comme ça que tu travailles. Ouais, voilà. Moi, c'est ma vision. Voilà. Okay. Bah écoute, on va passer à la rubrique les dessous des punchlines et on va parler, comme tu disais, que une de tes parties préférées, c'était l'écriture. Donc, on va parler de tes punchs. Du coup, dans Anesthésie. Alors, Anesthésie s'appelle Anesthésie ou pas? Parce que moi, je l'ai autoproclamé, mais je suis pas sûre que ce soit le nom du son. Si, bah en fait, j'ai demandé à ma commu Insta s'ils préféraient entre Dans les flammes et Anesthésie. Et ils ont voté Anesthésie. Okay. Voilà. Good. Bah, du coup, dans Anesthésie, tu dis « Elle m'anesthésie des putains de lendemains, que je vais ski, qui me ronge et qui m'angoisse ». Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais. Elle, déjà. C'est qui? C'est qui? C'est qui, elle? Elle va où? Pourquoi elle est là? Elle, du coup, j'ai le droit de dire de la bœuf. Oui, t'as le droit. Ok. J'avais peur, ça va faire bip. La verde. En fait... La Marie. La MJ. Ouais, genre... du coup, en fait, une manière de comment dire? De pas appréhender le lendemain... C'est pour moi en tout cas à un moment donné, parce que maintenant je fume plus, mais ça a été de fumer parce qu'en fait les lendemains, penser au futur, ça m'angoisse mais super fort. Je suis super angoissée du futur, que ça soit genre pour moi ou même pour les générations, je sais pas, genre le climat ça me fait peur. La montée des extrêmes, ça me fait peur. Genre il y a plein de trucs où quand je pense au lendemain, je suis pas sereine. Et ma manière d'atténuer tout ça, c'est de fumer. Et voilà, voilà. Ok, voilà. Donc en fait, ouais, ça parle de ça. Ça parle de la solution, en tout cas, que tu avais trouvée à l'époque. Ouais, voilà. Et t'as trouvé quoi maintenant? Parce que du coup, si tu fumes plus, tu fais quoi? Parce que forcément, tu fais quelque chose. Ouais, tu t'es obligée, sinon tu vis pas. J'écris. Franchement, genre, pendant longtemps, j'ai écrit, mais genre de manière... j'ai toujours tenu des carnets intimes, j'ai toujours... écrit genre de manière automatique pour évacuer ce flux de pensée et en fait je pense que maintenant j'ai assez de recul sur mes pensées pour maintenant pouvoir y mettre de l'ordre et je pense que c'est une forme de discipline que j'ai installée qui fait que le fait de voir là où ça va pas, j'ai les armes pour contrer ça et pour en gros en fait, c'est du travail mental, c'est de la rigueur tous les jours, de devoir se rassurer, de voir aussi que de pas tout voir en noir. Genre, je pense qu'il y a une forme de dépression aussi là-dedans, et le fait de s'en rendre compte, c'est un moyen de pouvoir trouver des solutions. Du coup, tous les jours, j'essaye de mettre des solutions en place. Un jour, ça va marcher, un jour, ça va moins bien marcher. Un jour, le lendemain, j'aurai même pas peur, je vais dormir sur mes 2 oreilles, tout va bien. Et parfois, je vais faire des crises nocturnes parce que je suis une personne super anxieuse. Ouais, voilà. Flux de pensée qui s'arrête pas. T'es là, il est 6h du matin. C'est compliqué, mais ouais, je sais pas, c'est un travail mental, c'est élastique. Tous les jours, tu travailles sur toi, tu mises sur toi. Toute ton énergie, tu la mets sur toi. Et c'est beaucoup plus... ça dure beaucoup plus dans le temps que quand je fumais. Parce que quand je fumais, en fait... ça m'anesthésiait tout simplement. C'était une manière de me... j'avais du plomb sur moi et du coup, j'avais aucune pensée... juste, j'étais anesthésiée. Alors que là, maintenant, je fais un travail sur moi, un travail de fond, qui plus tard, je pense, je vais me remercier, j'espère. Et puis, tu peux utiliser dans ta musique aussi. Forcément, il y a des gens dans ton cas et ça peut faire écho avec eux. De fou. Genre, maintenant, je rencontre des artistes. En fait, plus j'évolue et plus je me rends compte...
on est un peu tous pareils. Alors, Dans la merde. genre, il y a un peu ce. Après, peut-être c'est moi, j'attire aussi ces gens-là. Genre, c'est pas c'est ma réalité, c'est pas la réalité. Et je pense qu'il y a le fait d'avoir des personnes qui ont les mêmes problématiques que toi, ça fait écho. Et tu vois les personnes comment elles deal avec ça. Du coup, ça te donne aussi des armes. On s'échange des tips, genre de manière, comment dire, Bienveillante. ouais, voilà. Mais je voulais dire plutôt conscience, de manière, putain, c'est quoi le mot? Je sais plus. En lien avec la conscience, t'as dit? Ouais, genre, en gros, tu fais exprès ou tu fais pas exprès. Ah, Il y a un inconsciemment? Voilà, Ouais. inconsciemment ou consciemment. Mais voilà, il y a une forme de. En vrai, c'est du care. Hein. Peut-être je pars loin, mais en vrai, il y a. Genre, l'expérience des gens, je trouve qu'il y a un. Ouais, c'est important d'en parler. Hein, au niveau des artistes, je pense qu'on n'en a pas parlé pendant longtemps. Qu'on s'étonnait de voir des artistes devenir un peu fous. Ouais. Et alors que c'est pas qu'ils devenaient fous, c'est qu'ils étaient malades, ils étaient en mauvaise santé mentale pour le coup. Et que, en fait, il n'y a pas que les artistes d'ailleurs. Hein. C'est juste qu'être artiste, du coup, on a plus d'exposition. Ouais. Donc, du coup, c'est peut-être un peu plus violent que les autres êtres humains. Mais du coup, c'est intéressant que tu le dises parce que, du coup, si dès l'émergence, toi, tu vois ça, il y a certainement d'autres personnes qui nous regardent qui sont dans ce cas-là. Et de voir que toi, c'est par l'écriture que tu as pu te sevrer, en fait. Parce que aussi, tu as le problème aussi, du coup, de la dépendance à la drogue, alors qu'on disait que la musique coûte cher, donc si en plus tu dois dépenser dans la buzz, ça commence à faire beaucoup de budgets différents. Franchement, ouais. Donc non, c'est cool de voir que tu as pu passer à autre chose comme ça. On va passer du coup au freestyle que tu avais fait chez BPM 75 Asso, shout out à eux. Let's go. Où tu disais, petite, on m'a dit d'être poli et de se taire. Et que tu nous en dises plus là-dessus. Je pense que n'importe qui aurait pu l'écrire Bref. Mais du coup, petite, on m'a dit d'être polyester. Je pense que ça soit dans l'environnement familial, dans l'environnement scolaire, dans la rue, en fait, un peu partout, le fait, quand j'étais petite, et quand je dis petite, je dirais jusqu'à mes 15 ans, donc de ma maternelle à mes 15 ans, il y avait j'étais pas consciente, en fait, que être une fille, une jeune ado, il y avait en fait, j'entrais dans des schémas que j'avais pas choisis et qu'en fait, on m'a imposé. Et le fait de parler doucement, d'être douce, de rire doucement aussi. De rire doucement. Parce que c'est très, très dur. Oh mon Dieu, mais vraiment. Maintenant, si je veux rigoler, regardez-moi. C'est l'ingé son qui va pleurer. Sorry. Non, mais c'est grave. Ce truc du rire, vraiment. C'est dur. Thiago, c'est trop vrai. C'est trop, trop vrai. Des fois, les gens, ils me regardent en mode, mais wesh. Mais ouais, il y a ce truc de rentrer, en fait, dans des codes, dans une forme de. Il y a un standard, en fait, on attend de toi quelque chose de super lisse, de super parfois niais, et en fait, j'essayais, malgré moi, de rentrer dans ce moule, mais j'y arrivais pas parce qu'en fait, je suis super active. Mes émotions, je les vis fois 10 000. Si je suis énervée, je suis super énervée. Si je suis triste, oh là là, c'est la guerre. Si je suis joyeuse, je vais l'exprimer de manière spontanée, en fait. Et je suis super spontanée. Et en fait, on me l'a toujours reproché. On m'a toujours dit de parler moins fort, de rigoler moins fort. En fait, de toujours être moins, de toujours une forme de... T'es là, non, sois là, s'il te plaît. Ta place, elle est là. Et en fait, ouais, que ça soit à la maison, chez moi, je suis l'aînée. Du coup, j'avais des responsabilités, Bref, voilà, des responsabilités d'aîné que t'es en mode, mais non, en fait, laisse-moi tranquille. Et vraiment, oh là là, bref. Et prochaine EP. On va apprendre à se connaître. Et que ça soit même à l'école, dans la cour de récré, les filles, tu sais, filles attrape garçon, non, en fait, moi aussi, j'ai envie de vous attraper. C'est quoi le... Pourquoi ça, c'est toi qui vas m'attraper? C'est grave de ça, ouais. C'était très très drôle d'ailleurs. Ouais, il y avait plein de trucs où tu sais, tu sens que c'est pas ta place. Et bref, voilà, petite, on m'a dit d'être polyester, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, comment tu reprends un peu le pouvoir là-dessus? Parce que du coup, là-dessus, quand tu le dis, c'est qu'on te l'imposait, mais maintenant que t'es adulte, est-ce que tu trouves qu'on te l'impose encore ou est-ce que tu arrives à
à toi rééquilibrer la chose en fonction de toi? Ouais, bah, je pense qu'on me l'impose encore un petit peu, mais beaucoup moins parce que maintenant je sais imposer mes limites très très tôt, très très vite et de manière concise. J'ai pas peur de m'affirmer parce que j'ai pas envie qu'on dépasse mes limites tout simplement. Et je pense aussi je traîne dans des milieux où cette forme-là, elle est amoindrie parce mais que ça soit mes proches ou même les milieux dans lesquels je traîne, il y a déjà ce questionnement, il est déjà établi. Donc on a déjà une autre manière de s'adresser, genre, comment dire, genre en gros, le questionnement de la minorité des genres et des stéréotypes qu'on attend d'une meuf est déjà remise en question. Donc il y a pas les mêmes schémas que quand tu vas travailler dans un truc lambda, genre, je sais pas, on va dire une épicerie ou je sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple, mais voilà, genre un truc où il n'y a pas du tout de questionnement là-dessus. Et je pense que je suis protégée d'une certaine manière et si je traîne dans ces milieux-là, c'est pas pour rien, je pense. Et voilà, je pense que je le vis beaucoup moins comme une injustice que quand j'étais jeune, parce que maintenant que je suis consciente, je sais comment me positionner, avec qui traîner, avec qui donner mon temps. Et voilà, hein, tout simplement. Ok, bah écoutez, on arrive déjà à la dernière rubrique de ce podcast qui est la question des anonymes des followers, pardon. Et du coup, la question est pourquoi Red et pourquoi le rouge? Ah, très bonne question. Alors, de base, moi je fais voilà les couleurs, genre j'ai fait voilà les couleurs dans ma vie. Et un jour j'étais en vacances et coup de tête, je suis allée avec un pote dans un magasin de coiffure. Et je voulais faire du orange. Je me demandais pas pourquoi je voulais faire du orange. Et la dame, elle a dit, il n'y a plus de orange, par contre, on a du rouge. Et on s'est regardé en mode, tu vas faire du rouge? Je dis, bah ouais, en vrai, j'ai rien à perdre. Du coup, j'ai fait. Et j'avais regretté de fou. Genre, vraiment, de base, je voulais faire des mèches. On est parti en couille, on sait pas pourquoi. J'ai fait toute ma tête. Et pendant genre 2 semaines, je me trouvais horrible. Mais un jour, je sais pas, un jour, je me suis levée et j'ai grave kiffé. Du coup, j'ai gardé. Et le surnom Red, c'est mes potes qui me l'ont donné. Ils ont arrêté de m'appeler par mon prénom, ils ont commencé à m'appeler Red. J'ai trouvé ça grave stylé. Et un jour, en open mic, on m'a dit, c'est quoi ton blaze? Et j'ai dit Red. Voilà. Et depuis, je m'appelle Red. Voilà. Okay. Très bien. Bah, écoute, merci d'avoir répondu à l'appel pour ce podcast. Bah, merci à toi, hein. Merci pour l'invitation. Franchement, ça fait grave plaisir. En plus, venant de toi, genre, t'es une artiste que je respecte de fou. Franchement, ça me compte. Donc vraiment, merci. Et merci la Sonobase. Yes. Merci. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Et on n'oublie pas de mettre la petite cloche, liker, commenter, s'abonner, partager et faire tout ce qu'il faut. Restez safe. Salut.